Sous le soleil rouge des hausses plateaux, un colonel de Madagascar a bouleversé un empire par une seule phrase. À la BBC, il a refusé de parler en français, langue des anciens maîtres, préférant la sienne. Ce simple geste a traversé l'Afrique comme une onde de choc. Mais au-delà des caméras, une question résonne. Que signifie la liberté lorsqu'un peuple doit encore penser dans la langue de l'autre, comme l'avait déjà affirmé Ibrahim Traoré? Ce fut le moment où un mot devint plus fort qu'une armée. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un colonel, mais d'un continent qui réapprend à parler avec sa propre voix. Dans les semaines qui ont suivi, Madagascar s'est transformé en miroir pour toute l'Afrique francophone. Les rues d'Antananarivo bruissaient d'un souffle neuf, celui d'une génération qui voulait penser en malgache, commercer en malgache, gouverner en malgache. Le pari est immense. Prouver qu'une nation peut se libérer non seulement des armées étrangères, mais aussi des mots qui l'enchaînent. Car derrière chaque langue imposée, il y a un pouvoir dissimulé. Derrière chaque mot repris, une souveraineté reconquise. Si Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, avait ouvert la brèche en osant dire non à la tutelle militaire, le colonel Michael Randrianarena en prolonge l'écho à travers la culture. Et pour des millions d'Africains, la question n'est plus seulement politique, c'est une question d'âme. Dès la première interview de Michael Randrianarena, un détail a bouleversé le récit. En 3 secondes de silence, il a inversé 125 ans d'histoire. Puis une seule phrase. « Pourquoi ne puis-je pas parler ma langue ?» a fissuré la façade tranquille de la francophonie africaine. C'est ainsi que commence le véritable basculement. Un pays qui avait vécu sous les pannes d'électricité, la pauvreté chronique et les contrats inégaux, décida de respirer autrement. Dans les ruelles d'Antananarivo, la jeunesse filmant chaque moment sur ses téléphones n'attendait plus un sauveur, mais un signe. Ce signe était venu du cœur de l'armée. Car, à l'aube du 11 octobre 2025, alors que les blindés du régime s'approchaient de la foule, les soldats ont baissé leurs armes et marché aux côtés du peuple. Leur commandant, le colonel Michael Randrianarena, un homme sans parti, sans discours, mais avec une conviction forgée dans la prison et la poussière. Ce jour-là, les mots ont précédé les balles. Le palais présidentiel fut désert avant le crépuscule. La France, prise de court, comprit que sa dernière enclave symbolique dans l'océan Indien venait de basculer. Et dans les rédactions de Paris, un nom revint sans cesse. Ibrahim Traoré. Car de Ouagadougou à Antananarivo, la même onde montait, celle d'un continent fatigué d'être parlé au lieu de parler. Le geste du colonel n'était pas un rejet de la France, mais une déclaration d'indépendance linguistique, un concept impensable pour les chancelleries occidentales. Là où autrefois la force militaire dictait le rythme, désormais, ce sont les voix qui mènent la révolution. Et dans ces voix, l'écho du Burkina Faso résonnait fort. Nous ne détestons pas l'Occident, nous refusons simplement de vivre à genoux. Le visage du colonel Michael Randrianarena devint en quelques heures un symbole national. Pas celui d'un conquérant, mais d'un homme simple revenu du silence. Né dans le sud aride du pays, élevé parmi des paysans et des soldats, il avait vu sa communauté s'appauvrir pendant que les contrats d'exploitation profitaient aux compagnies étrangères. De cette blessure, il a fait un serment. Ne jamais servir ceux qui méprisent la voix de son peuple. Quand il se présenta devant les caméras de la BBC, son uniforme était usé, mais son regard clair. Ce n'était pas un défi lancé à la France, c'était une restitution. En parlant malgache, il restituait à chaque village, à chaque enfant puni pour avoir mal prononcé un mot français, une part de dignité. Les mères de la capitale l'écoutaient, les larmes aux yeux. Les jeunes répétaient sa phrase dans les marchés, dans les écoles, sur les réseaux. Ce n'était plus seulement un moment médiatique, c'était un rite de passage collectif. Dans les heures qui suivirent, les premiers changements apparurent. Les enseignants traduisirent les cours, les stations de radio passèrent au bilingue, les prêcheurs dominicaux bénirent la langue du cœur. Et pendant que les chancelleries européennes rédigeaient des communiqués prudents,
Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, salua. Un frère de combat dans la guerre de la dignité. Le monde regardait Madagascar, mais l'Afrique se reconnaissait en lui. Et dans ce regard partagé, une idée prenait forme. Parler sa langue, c'est commencer à gouverner soi-même. Tout a commencé bien avant cette fameuse interview. Pendant des années, la colère montait lentement, alimentée par les coupures d'électricité, les pénuries d'eau et les contrats inégaux signés entre Antananarivo et Paris. Les Russes étaient fatigués, les écoles vides, les jeunes connectés mais sans avenir. Puis, 20 septembre 2025, et le point de rupture, le 25 septembre, des milliers de citoyens descendirent dans les avenues, allumant leur téléphone pour éclairer les nuits sans courant. Les slogans étaient simples. Assez, notre voix, notre terre. Le pouvoir répondit par le gaz, mais le peuple tenait bon. Le président Andry Rajoelina, ancien modernisateur devenu symbole de trahison, fit appel à l'unité d'élite de l'armée, le CAPSAT, pour rétablir l'ordre. Mais à l'aube du 11 octobre, un événement inimaginable se produisit. Les soldats refusèrent d'obéir. Sous la lumière rouge du matin, ils déposèrent leurs armes et se rangèrent du côté des manifestants. En tête, le colonel Michael Randrian Arena, silhouette calme dans son uniforme olive, avança vers la foule. Un silence parcourut la place, puis une explosion d'applaudissements. Les blindés se transformèrent en symboles de protection. La peur changea de camp. Dans l'après-midi, le palais présidentiel fut déserté. Rajoelina prit la fuite à bord d'un avion militaire français, direction une base en territoire étranger. À Paris, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Les ministres convoquèrent des réunions d'urgence. Les chaînes d'infos parlèrent d'un effondrement institutionnel. Mais sur le terrain, la révolution restait étonnamment paisible. Aucun tir, aucune chasse à l'homme, seulement des chants, des drapeaux et un mot d'ordre, restaurer. Quand Randrian Arena apparut devant le palais vide, il ne proclama pas sa victoire. Il dit simplement « Nous ne sommes pas là pour gouverner. Nous sommes ici pour restaurer. » 8 mots qui changèrent tout. En quelques jours, Madagascar entra dans une ère nouvelle. Les écoles adoptèrent le malgache, les ministères traduisirent les documents, et la télévision nationale lança une programmation bilingue. Ce n'était plus un coup d'État, mais une refondation linguistique. À travers l'Afrique, l'écho fut immédiat. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, on salua la naissance d'un nouveau maillon dans la chaîne de souveraineté retrouvée. Et quand Ibrahim Traoré prit la parole quelques jours plus tard, il cita ouvertement le colonel malgache. « Ce n'est pas un putsch, c'est une réparation. » Cette phrase relia Antananarivo à Ouagadougou. 2 pays, 2 peuples, un même souffle. Reprendre le contrôle de leur destin, de leurs mots et de leur mémoire. Ce n'était plus une affaire de politique, c'était une révolution culturelle. Quelques jours après la prise de pouvoir, les chiffres ont commencé à parler. Et ils disaient tout. Avant octobre 2025, seulement 22% des établissements scolaires de Madagascar enseignaient des cours en langue malgache. 3 mois plus tard, ce taux est passé à 61% selon le ministère de l'Éducation. Ce n'est pas une simple réforme, c'est un changement de matrice culturelle. Chaque point gagné représentait des milliers d'élèves retrouvant la voie de leurs ancêtres. Sur le plan économique, le contraste fut tout aussi net. Entre juillet et décembre 2025, les contrats publics attribués à des entreprises étrangères chutèrent de 40%, tandis que ceux confiés à des sociétés locales doublèrent. Ce glissement presque silencieux traduisait une volonté, produire pour soi, parler pour soi. Les importations de biens de consommation français diminuèrent de 18%, signe d'une réorientation lente mais déterminée vers les marchés régionaux d'Afrique australe. Ces transitions n'étaient pas sans douleur. Les bailleurs internationaux suspendirent certains financements, les ONG évoquèrent le risque d'isolement,
Mais sur le terrain, un autre indicateur montait, la confiance populaire. Dans un sondage réalisé fin 2025, 72% des Malgaches déclaraient se sentir enfin représentés. Cette donnée, plus que toutes les autres, traduisait une guérison collective. En observant ces chiffres, les analystes africains y virent une tendance plus large. Depuis 2022, année où Ibrahim Traoré prit le pouvoir au Burkina Faso, 3 pays du Sahel avaient été réduits de moitié leur dépendance économique à la France. Ce n'était plus un accident, mais un modèle. Le parallèle était clair. Là où le Burkina Faso avait dit non aux bases militaires, Madagascar disait non à la domination culturelle. Différents fronts, même bataille. Pourtant, les réformes du colonel Randrianarena ne se limitaient pas à l'éducation ou à l'économie. Dans l'administration, plus de 15 000 fonctionnaires furent formés à la rédaction bilingue. Les tribunaux commencèrent à accepter les plaidoiries en malgache. Et la télévision nationale, autrefois dominée par des programmes importés, atteignit un record historique d'audience. 83% de part de marché lors du premier journal intégralement diffusé en langue locale. Les chiffres racontaient une histoire, ça raconte une histoire simple. Un pays qui se redresse n'a pas besoin de traducteur. Et derrière chaque donnée, on retrouvait la même idée défendue depuis Ouagadougou par Ibrahim Traoré. La souveraineté commence là où finit la dépendance. Madagascar venait de prouver qu'elle pouvait s'exprimer dans le langage du cœur sans renoncer à la modernité. Le basculement n'était pas un cri, mais une ligne de tendance, visible, mesurable, irréversible. Les critiques ne se sont pas fait attendre. À Paris, plusieurs éditorialistes ont parlé d'un populisme linguistique, arguant qu'imposer le malgache risquait d'isoler Madagascar du commerce mondial. Les institutions européennes ont évoqué la crainte d'une fermeture identitaire. Même certains intellectuels africains, plus prudents, redoutaient un glissement vers le nationalisme culturel. Mais à Antananarivo, les faits contredisaient cette inquiétude. Les exportations de vanille et de nickel, au lieu de s'effondrer, restaient des tissus. Les universités, loin de se refermer, créaient des programmes bilingues, combinant terminologie scientifique française et expression locale. Le colonel Randrianarena avait anticipé ces critiques. Nous n'abandonnons pas le monde, nous lui parlons différemment. Les économistes observaient un autre phénomène, la multiplication des coopérations sud-sud. Madagascar signait désormais des accords techniques avec la Tanzanie, le Kenya ou encore le Ghana. En 4 mois, les échanges intra-africains augmentaient de 12%, compensant la baisse des importations européennes. L'isolement annoncé ne venait pas, c'était le centre de gravité qui changeait. Dans cette nouvelle configuration, le rôle d'Ibrahim Traoré réapparaissait comme un précédent essentiel. En 2023, lorsqu'il avait rompu avec les bases rouges françaises, les mêmes accusations avaient surgi. Isolement, récession, chaos. Pourtant, 2 ans plus tard, le Burkina Faso avait retrouvé une croissance de 4,5% et signé ses premiers partenariats éducatifs avec des pays voisins. L'expérience burkinabé servait désormais de contre-argument solide. Se détacher d'un tuteur ne signifie pas se couper du monde, mais redéfinir les termes du dialogue. Ainsi, les opposants à Randrianarena invoquaient la peur du vide. Ses partisans, eux, répondaient par la preuve. Les faits, les chiffres, les alliances, tout indiquait qu'un nouvel ordre linguistique et politique africain se construisait, lentement, méthodiquement. Et lorsque l'on écoute les voix des jeunes malgaches, on comprend que ce n'est pas la fermeture qu'ils cherchent, mais l'équilibre. Celui qu'Ibrahim Traoré avait déjà esquissé, entre dignité et ouverture. C'est ainsi qu'une phrase, courte et tranchante, prononcée par Michael Randrianarena le 1er novembre 2025, ouvrit un nouveau chapitre. La langue est le premier. Le sang est le premier drapeau. Ce jour-là, le ton changea. La transition ne parlait plus de restauration, mais de renaissance.
Les mots devinrent la nouvelle frontière de la souveraineté. Dans les rues, cette idée prit cher. Les murs de la capitale se couvrirent d'inscriptions bilingues, les graffitis d'artistes locaux mêlaient vers malgaches et proverbes anciens. Ce n'était plus seulement un symbole politique, c'était une contagion culturelle. Mais à Paris, cette contagion faisait peur. Les conseillers de l'Élysée parlaient d'un Sapa, d'un effet Traoré, qui s'étendait au-delà du Sahel jusqu'aux îles. Ibrahim Traoré, lui, saluait le courage tranquille d'un frère d'armes, convaincu que la parole peut renverser plus sûrement que les armes. Ce fut le moment charnière. Madagascar cessait d'être une exception pour devenir un signal. Et ce signal disait une chose simple. Le futur de l'Afrique ne se négocie plus. En français. Les semaines qui suivirent me confirmèrent que la décision du colonel Randrian Arena n'était pas un geste isolé, mais le début d'une transformation structurelle. Ces effets se manifestèrent sur plusieurs fronts. D'abord, sur le plan national, la cohésion s'est renforcée. En moins de 3 mois, les indices de confiance institutionnelle progressèrent devant selon une enquête conjointe menée par 2 universités locales. Les administrations régionales commencèrent à rédiger en double langue, réduisant drastiquement les erreurs de compréhension dans les procédures rurales. Les médias, désormais libres d'utiliser le malgache sans justification, virent leur audience augmenter d'1 tiers. Cette simplification du langage administratif fit plus pour l'unité du pays que 10 ans de réformes constitutionnelles. Ensuite, sur le plan diplomatique, un basculement mesuré s'opéra. Madagascar quitta plusieurs programmes francophones non essentiels, mais conserva sa place dans les structures africaines multilatérales. La priorité passa aux alliances régionales, accords agricoles avec la Tanzanie, coopération universitaire avec le Mozambique, participation à la zone de libre-échange africaine. Cette orientation prolongeait la logique initiée par Ibrahim Traoré au Burkina Faso. L'autonomie sans isolement. Sur le plan économique, une redistribution s'amorça. Les contrats publics furent renégociés. Les taxes sur les concessions minières étrangères augmentèrent de 15%, générant assez de revenus pour financer la gratuité scolaire dans 40% des provinces. Les marchés de proximité se renforcèrent. Les importations de produits de luxe chutèrent de 25%, tandis que l'investissement communautaire, notamment via les coopératives agricoles, connut un bond spectaculaire. Cette redirection interne créa des tensions avec certains bailleurs, mais renforça la légitimité du nouveau gouvernement. Enfin, sur le plan culturel, une décolonisation du regard s'installa. Dans les écoles, on réécrivait les manuels d'histoire. Dans les universités, les professeurs invitaient les étudiants à redécouvrir les penseurs africains oubliés. Les chansons populaires abandonnaient les refrains en français. Les prêches du dimanche revenaient aux proverbes traditionnels. Ce n'était pas un repli, c'était une reconquête du sens. Et cette dynamique, observée par les analystes régionaux, s'étendait déjà, du Swahili en Tanzanie au Mouré au Burkina Faso, comme un mouvement de fond. À Paris, les signaux d'alerte se multipliaient. Les chaînes d'information parlaient d'un séisme linguistique. Mais en Afrique, un autre vocabulaire s'imposait. Réappropriation, dignité, fierté. Ce que Madagascar venait d'accomplir n'était pas une rupture brutale, mais une correction historique. Et au cœur de cette correction, une phrase d'Ibrahim Traoré résonnait comme un fil rouge. Ce n'est pas une révolte, c'est un retour à l'équilibre. En regardant vers l'avenir, 3 trajectoires possibles se dessinent pour Madagascar, 6 à 12 mois après la révolution du langage. Dans une voie stable, le gouvernement de transition consolide ses institutions, tient ses promesses d'élection et maintient les réformes linguistiques dans un cadre pragmatique. Les relations avec les pays africains se renforcent, la monnaie reste stable et la croissance reprend lentement, autour de 2,8%. Dans cette version, Madagascar devient un modèle de transition douce, comme le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré après 2023. Ni aligné, ni isolé, simplement libre.
Dans une trajectoire ascendante, la dynamique d'éducation bilingue et la réforme des contrats miniers attirent tant des investisseurs africains et asiatiques. Les exportations s'élargissent, les inégalités rurales diminuent. Les langues locales, devenues vecteurs d'innovation, donnent naissance à des médias régionaux, à des technologies traduites, à une créativité nouvelle. Dans ce scénario, Madagascar rejoint le groupe des nations africaines, redéfinissant leur modernité, sans renier leur héritage. C'est la vision portée par Ibrahim Traoré, une Afrique forte parce qu'elle s'appartient. Mais une trajectoire plus critique existe aussi. Les tensions diplomatiques avec Paris ou Bruxelles s'accentuent, les sanctions économiques se multiplient. Sous le poids des difficultés, les élites tentent un retour à l'ordre ancien, arguant du besoin de stabilité internationale. Mais une telle marche arrière serait risquée. Les jeunes, désormais éveillés, n'accepteraient plus le silence. Les protestations pourraient ressurgir, cette fois avec une profondeur sociale accrue. Dans chacun de ces scénarios, un élément demeure constant, la parole. C'est elle qui a libéré, et c'est elle qui décidera du futur. Car la langue, désormais, n'est plus un outil neutre. Elle est le terrain de la souveraineté. Ainsi, si Madagascar parvient à équilibrer fierté et ouverture, elle pourrait incarner ce que Traoré appelait la troisième voie africaine, ni dépendante, ni fermée, mais debout. Pour ceux qui observent cette mutation depuis l'extérieur, une question intime se pose. Qu'est-ce qu'un peuple retrouve quand il retrouve sa voix? À Antananarivo, ce sont les mères qui répondent, celles qui, jadis, traduisaient les devoirs scolaires de leurs enfants, incapables de lire le français des manuels. Aujourd'hui, elles les aident à apprendre dans la langue qu'elles comprennent. Pour elles, la révolution n'a pas commencé dans les rues, mais dans les maisons. Chez les jeunes, l'écho est plus fort encore. Les poètes slams composent désormais en malgache. Les étudiants filment des documentaires sur leur village, sans sous-titres. Sur les réseaux, la fierté linguistique est devenue virale. Et cette fois, ce n'est pas une tendance importée. Cette reconquête du mot est devenue un acte de citoyenneté. Mais ce mouvement ne concerne pas seulement Madagascar. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, d'autres se reconnaissent dans ce miroir. Ibrahim Traoré l'avait dit. En 2023, la souveraineté ne se décrète pas, elle s'incarne. Et cette incarnation passe par le langage, par la capacité de nommer le monde à sa manière. Pour le spectateur africain, cette histoire est une invitation. Parler sa langue, ce n'est pas refuser le progrès, c'est lui donner un accent propre. Et pour l'observateur occidental, c'est une leçon. La liberté ne se traduit pas, elle se vit. Ce que Madagascar prouve, c'est que la voix d'un peuple peut redevenir un outil de gouvernement. Et dans cette voix résonne encore celle d'Ibrahim Traoré, grave, lucide, fraternelle. Pour que la transition linguistique ne se dissolve pas dans l'enthousiasme, un plan précis a été mis en place, une méthode pensée pour durer. D'abord institutionnalisée. Un haut conseil de la langue malgache a été créé pour unifier les normes, former les traducteurs et superviser les contenus administratifs, garantissant qu'aucune région ne soit laissée à l'écart. Ensuite, éduquer. Un vaste programme de formation des enseignants, soutenu par des universités africaines, a démarré en décembre 2025. Chaque école doit disposer d'au moins un formateur bilingue d'ici fin 2026. Les cours de sciences et de droit sont traduits, testés, ajustés. Puis, traduire pour gouverner. Les ministères ont reçu l'ordre d'éditer leurs documents officiels dans les 2 langues, avec priorité au malgache. L'administration judiciaire suit la même voie, garantissant que le citoyen comprenne chaque mot de la loi qu'il respecte. Enfin, coopérer et mesurer. Madagascar échange désormais ses méthodes avec d'autres nations africaines. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré,
a envoyé une délégation d'experts en communication publique pour renforcer les liens entre éducation, médias et souveraineté culturelle. Tous les 6 mois, un rapport public évalue les progrès, taux de traduction, satisfaction citoyenne, usage administratif réel. Cette transparence vise à éviter la dérive bureaucratique, la tentation de célébrer avant d'avoir construit. Comme le dit souvent le colonel Randrian Arena, « Une langue sans plan n'est qu'un cri. Une langue avec un plan devient une nation. » Voici. Le soir du 11 octobre 2025, sur les marches du palais désormais silencieux, le colonel Michael Randrian Arena leva les yeux vers la foule. Devant lui, des milliers de visages, fatigués, incrédules, mais libres. Et dans ce moment suspendu, une vérité simple prit forme. La dignité ne se négocie pas, elle se parle. Des semaines plus tard, alors que les tambours des villages résonnaient encore, Ibrahim Traoré évoqua ce jour comme le souffle d'un continent qui reprend son nom. Ce n'était plus seulement Madagascar qui parlait, mais toute l'Afrique francophone qui se souvenait de sa voix. Un peuple, une langue, une mémoire enfin réconciliée. Le colonel ne promit rien d'autre que de servir. Et peut-être est-ce cela, la révolution la plus rare, celle où les mots suffisent. Madagascar n'a pas changé de drapeau, mais elle a changé de ton. Son peuple parle désormais à voix nue, sans traducteur ni permission. Et ce murmure, porté par les vents de l'océan Indien, atteint. Aujourd'hui, les plaines du Sahel et les capitales d'Europe. Chaque mot prononcé dans une langue retrouvée devient un acte de mémoire. Chaque phrase dite sans peur devient un pas vers la souveraineté. Ce que Michael Randrian Arena a initié et qu'Ibrahim Traoré avait inspiré dépasse la politique. C'est une réécriture du regard africain sur lui-même. Alors, à ceux qui écoutent, journalistes, étudiants, simples curieux, une question demeure. Qu'allons-nous faire de cette liberté quand elle parlera enfin notre langue? Parce qu'au fond, la vraie indépendance ne se signe pas dans les palais, elle se chuchote dans les mots du peuple. Et ces mots, aujourd'hui, ne demandent plus la permission de se faire entendre.